distance, d'autres pour. Il y a des gens différents, il y a des gens qui sont des caméramans, mais même eux, qui travaillent pour une télévision, qui travaillent pour un autre parti, d'ailleurs je crois qu'ils travaillent pour un parti politique, certains, peu importe, mais tout le monde va toujours dans le même sens, à savoir la volonté d'essayer de voir ce qui va mal, puisque dans n'importe quelle branche, si demain vous êtes dans une société où le patron de la boîte vous dit chez moi c'est en train de s'écrouler, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Une fois que vous avez compris, vous allez essayer de trouver des remèdes. On est dans la même situation, et puis en France, il y a une chose au moins dont on est sûr, c'est que ceux qui nous dirigent, à chaque fois qu'on change, ils sont de pire en pire. Ça, je crois que c'est un constat qui est... Plus on est vieux, et plus on les a vécus. Donc moi, j'ai connu depuis De Gaulle, puis je les ai vus succéder, puis j'ai toujours vu de pire en pire en pire. La corruption ne cesse d'augmenter, les lois vont plutôt contre le peuple que pour le peuple, et puis si on regarde dans nos poches, il y en a de moins en moins. Et on voit que ce schéma, bon, alors on cherche. Moi j'ai commencé à chercher dans les années 90, parce qu'il y avait des choses toutes bêtes. On est tous pareils, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on cherche. Et il y avait des choses tellement illogiques dans le domaine économique, dans le domaine des lois, etc., qui font que j'ai commencé à chercher. Et dans ces années-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, donc il y avait les relations, il y avait tout ça. Et je vivais dans le monde parisien. Et puis, le hasard a fait que je sois en contact avec des gens qui sont bien placés, on va dire, et que j'ai eu accès à beaucoup d'informations. Pour vous donner quelques exemples, j'ai vu passer des billets de 500 francs, à l'époque c'était le franc, j'ai vu passer des billets de 500 francs en quantité qu'on m'offrait à 100 francs. C'est-à-dire des fabriques de faux billets qui étaient des vrais faux billets. Or, les vrais faux billets, il n'y a que certaines personnes qui peuvent en faire. J'ai vu passer des faux passeports en quantité, des faux papiers en quantité, des fausses cartes bleues en quantité, et tout ça dans le cadre de partis politiques toujours. Et ces gens venaient chez nous, puisque je travaillais pour une société de finance et de placement financier, et ces gens venaient chez nous avec des véritables valises. Les personnes un peu âgées ici, on se rappelle peut-être encore une affaire qui s'appelle l'affaire Boule-Boule. L'argent n'a jamais été retrouvé officiellement, moi je peux vous dire où il est. Il a construit un village, 1026 villas, à Tenerife, qui s'appelle Sueño-Azul. Et il se balade librement, et il encaisse ses loyers librement, tranquillement, etc. Et ça depuis 25 ans, 30 ans. C'est une affaire qui remonte à 25 ou 30 ans. Et depuis, ça continue. Je veux dire, j'ai habité Tenerife pour pas mal de temps, et je n'imaginez pas la quantité de politiciens qui débarquent avec des valises pleines de dollars, de billets en euros, puis qui achètent des villas, ils n'achètent pas une villa, ils achètent 8 villas ici, 5 là, etc. Donc il y a une manipulation monstrueuse, et puis, bon, quand on les constate, quand on vit là-dedans et qu'on essaye de comprendre le pourquoi, quand Internet est arrivé, ça a été le boom. Ça a été tout d'un coup le monde entier qui commence à s'éveiller, et quelques personnes qui sont... Il y a des gens avant Internet qui avaient déjà découvert des choses par leur vie professionnelle, tels que William Guicard, qui était un officier de renseignement canadien, et qui avait découvert énormément de choses durant la guerre, qui avait découvert certaines influences, et qui avait commencé à dénoncer ce qu'on appelle maintenant couramment le nouvel ordre mondial. Et puis, ensuite, il y a eu d'autres gens, mais il y en avait déjà eu d'autres avant. Donc quand on tombe sur son livre, et puis ça c'est le hasard qui fait qu'un jour vous promenez sur les quais de Paris, vous tombez sur ce bouquin, vous lisez, tout d'un coup, une réflexion qu'un de vous m'a faite quand je suis arrivé tout à l'heure, qui m'a dit, en voyant vos vidéos, un tas de pièces du puzzle ont commencé à prendre leur place. Et en fait, c'est un peu ça, ce qui m'est arrivé. J'ai, avec ce bouquin, commencé à comprendre les choses, à me dire, tiens, bah, finalement, maintenant je comprends pourquoi. Et puis on passe de l'un à l'autre, et puis après on va chercher forcément les références, et puis d'autres bouquins, on veut de plus en plus, parce que quand on commence à découvrir quelque chose, on veut tout savoir. Et après, on découvre aussi tous ceux qui ont voulu trop savoir, et qui en sont morts. Et alors là, on fait aussi on se sert de notre intelligence, de notre logique. Donc quand je vois qu'un journaliste met à jour que tout le trafic de drogue est géré par la CIA, que tous les laboratoires qui fabriquent tous les produits maintenant dérivés, etc., suite à certains programmes d'études, sont des laboratoires montés par la CIA, et que ce type sort un bouquin, et puis peu de temps après il se suicide, je veux bien. Mais quand il se suicide de 2 balles dans la nuque, je me pose des questions. Mais quand en plus de ça, les policiers
signe un rapport comme quoi c'est un suicide, que le juge accepte le rapport, et que personne ne lève les yeux, personne ne... Alors je me dis, il y a des influences forcément. Pardon? Oui, on est en train de... On va vous présenter alors. On peut partir du principe qu'on commence maintenant, de manière à ce qu'on ait un départ, donc parce qu'en fait on n'a pas... Vous avez dit en attendant qu'il règle. Oui, je continue, je discute. C'est parti, c'est parti. Flo, tu l'as le début? Bah c'est bon, le début on a... Non, mais non. Fait chacun sa vidéo. Alors bon, là je cite un cas, mais il y en a une quantité qui ont été masquées sous forme d'accidents, sous forme de... Puis on en a en France assez pour qu'elles soient pas de parler. Donc ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose à un certain niveau. À un niveau qui contrôle des juges, qui contrôle la presse, qui contrôle beaucoup de choses. Alors, forcément, on cherche de plus en plus. Et j'ai fait partie de cette petite équipe de chercheurs internationaux. Juste quand Internet est arrivé, on a commencé tous à balancer ce qu'on savait et puis à découvrir que quelques autres en savaient. Et donc j'étais en rapport avec Daniel Escoudin, qui vivait en Espagne comme moi et qui a écrit le Club Bilderberg, et lui était très ami avec James Tucker, qui lui est le premier à avoir découvert cette trame du Club Bilderberg et à les suivre année après année. Et puis ensuite, les informations se passent de l'un à l'autre. Il y a Serge Bonas qui a découvert le Blue Beam, donc forcément il est mort peu de temps après, ainsi que son adjoint. Tout ça, ça s'accumule. Et puis les informations, elles restent par chance grâce à Internet. Et puis à la fin, on commence à dire, bon, il se passe vraiment quelque chose dans notre monde. Alors, moi j'ai voulu comprendre jusqu'au bout, et donc j'ai aussi été fouiller les archives de la Bastille, les archives de la franc-maçonnerie, les disputes juives, qui sont très intéressantes. Ce sont des discussions entre des groupes opposés, entre eux, à l'intérieur de la religion. On n'a pas accès à tout, mais par exemple, on a accès aux dogmes, qui sont une religion à cheval entre les musulmans et les juifs, qui ont pris les deux, et qui ont fait des sociétés secrètes très particulières, qui se développent énormément en Turquie. Et on arrive à des trucs complètement invraisemblables. Par exemple, peu de gens le savent, mais le responsable qui a mené toute la révolution en Hongrie faisait partie des Dongmei et d'une secte encore plus particulière qui s'appelle les castrateurs. C'est-à-dire qu'ils se castrent eux-mêmes. Donc c'est des trucs de fous. C'est des trucs de fous. Ce sont des gens dangereux dans la mesure où ils sont extrémistes. Or, vous prenez un extrémiste, c'est-à-dire quelqu'un éduqué, formé dès sa jeunesse et conditionné, et vous en faites un type qui se met de la dynamite et qui se fait sauter avec tout le monde. Et ça, dans n'importe quel milieu, n'importe quelle religion, n'importe quelle politique, n'importe quel système de conditionnement assez fort fait ça de n'importe quel enfant. Parce qu'un enfant est faible et sensible. C'est pour ça qu'il faut protéger les enfants au maximum et leur donner une éducation d'ouverture d'esprit, pas d'essayer de les enfermer. Donc, malheureusement, tout ça, ce sont des faits complètement facilement vérifiables, historiques, reconnus. Et là où il commence à y avoir une inquiétude à avoir, c'est quand on examine notre siècle. Enfin, quand je dis notre siècle, pardon, le mien, c'est juste avant, donc le XXe siècle. Quand on examine ce siècle-là, on s'aperçoit que finalement, on nous a menti sur tout. La Première Guerre mondiale, tout était faux. La Seconde Guerre mondiale, tout un mensonge. Lisez le bouquin de Powell, il est fabuleux pour ça. Toute l'histoire de Hitler, le grand méchant qui voulait tuer les Juifs, tout est mensonge. Et on en arrive maintenant à faire même des lois pour interdire aux historiens d'aller chercher la vérité. Et quand on en arrive là, on se dit que le monde, vraiment, ça commence à être sérieusement grave, quoi. Il faut au moins avoir le droit de savoir. Or, aujourd'hui, on en arrive à nous priver de ce droit de savoir. Et je crois que... Donc moi, je me suis orienté à savoir essentiellement qui étaient ces gens du Nouvel Ordre Mondial, et j'ai découvert, alors je vous balance ce que j'ai, parce qu'on est tous là dans l'esprit de se dire, même les gens qui sont là pour filmer, s'il n'y avait pas un intérêt personnel à se dire il se passe des choses dans le monde, il faut les transmettre aux autres, il faut les dire aux autres, ils ne seraient pas là eux non plus. Donc on est tous avec notre connaissance, et je vous invite tous à faire la même chose que moi, on va balancer ce qu'on sait, et ça sert à tous les autres. Et chacun d'entre nous a des connaissances, des choses qu'on a remarquées, des choses qu'on a notées qui ne sont pas normales, offrons-les à tous les autres, et les autres en profiteront, s'en serviront aussi à leur tour. Donc, en ce qui concerne le nouvel ordre mondial tel qu'on le décrit aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à savoir.
Moi, j'ai fait des recherches à travers les paradis fiscaux. Je suis parti des sociétés qui contrôlent la Fed, la Réserve fédérale, puisque ce sont au départ ces 6 groupes qui dirigent tout, et ces 4 familles, donc Barclays, Morgan, Rothschild et Rockefeller. Et à partir de là, on arrive aux paradis fiscaux. Donc, toutes ces sociétés sont enregistrées dans différents paradis, et on arrive à avoir le nom des actionnaires. Donc là, on se dit, tiens, ça y est, je vais savoir qui sont, enfin, les propriétaires, réellement, du système monétaire, déjà. Au moins savoir ça. Et alors là, une chose extraordinaire, c'est qu'aucune société n'est propriétaire. Du système financier. Pas une seule. Toutes les sociétés sont intégrées dans les autres. Donc vous prenez une société truc, ses actionnaires sont la société champion et la société machin. Vous prenez la société machin, c'est la société truc et la société champion. Et ainsi de suite. Et avec des ramifications dans tous les paradis fiscaux. Alors après, vous vous dites, qui contrôle les paradis fiscaux? Et vous arrivez à la City à Londres. Et là, inaccessible. Vous ne pouvez pas en savoir plus. Donc, après, j'ai cherché au niveau des concepts même, à savoir comment des gens peuvent encourager, animer, faciliter des sacrifices d'enfants, des cérémonies monstrueuses, etc. Et en ce moment, au Mexique, ils découpent des charniers en quantité. Là-dedans, c'est une secte franc-maçonne qui s'appelle les Chevaliers Templiers. Donc, et c'est sur toute la planète, c'est plus ou moins dissimulé. Il n'y a pas longtemps encore, en Irlande, ils ont découvert encore un charnier d'enfants. Donc, il y a des sacrifices comme ça. En France, il faut savoir quand même qu'il y en a 48 000 qui disparaissent chaque année. Ce qui est énorme comme chiffre. 48 000. 48 000 enfants Disparaissent chaque année en France. Il y a 100 000 C'est marqué dans une page. Qui est chevillé la rue, Et ce qui est angoissant, c'est que, moi je me rappelle petit, un seul crime en France, et c'était dans tous les journaux, et tout le monde en parlait. Un enfant qui était enlevé, mais c'était tous les jours, toutes les 10 minutes, à la radio, à la télé, de partout, etc. Aujourd'hui, des milliers d'enfants disparaissent. Il n'y a pas un mot dans les journaux. Dans les journaux, vous parlez de football. Il n'y a pas des enfants... et il n'y a aucune recherche. La police, quand des parents vont à la police pour déclarer mon enfant, etc., les flics, tout juste, si ça les intéresse, ils s'en foutent. Alors, des fois, il y a des preuves. Quand on pense à M. Jacques Lang, c'est prouvé qu'il fait des choses sur les enfants. Et alors, vous l'avez vu passer en justice? Non, mais pourquoi on ne peut pas... les familles qui ont eu leurs enfants... Mais ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'ils aillent voir un juge? Il dit non. Et le juge, il va remplir un dossier, il va écouter, il va dire remplir le dossier, puis affaire à casser sans suite. Les magistrats, ils sont les plus impliqués dans ces affaires-là en France actuellement. Et actuellement, la magistrature, de toute façon, est nommée par ces gens-là. Donc, c'est le système de la franc-maçonnerie. Alors, pour revenir au départ, donc, si vous voulez, à force de chercher dans toutes les directions, ce que j'ai trouvé, je vous le donne, c'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là, à savoir, à la base, il y a l'esprit du franquisme. Le franquisme, c'est une secte typiquement luciférienne qui vient des anciennes sectes de Bâle et qui ont été transmises à travers le Moyen-Orient aux Templiers, et donc qui ont abouti à ce concept luciférien. Ensuite, vous avez ça, ce sont déjà toutes les sectes teutoniques, maçonniques, templiers, etc. Ensuite, vous avez le franquisme lui-même, qui lui est un type très spécial, Jacob Frank. Il est un juif qui naît dans une famille excommuniée par les juifs. Enfin, chez eux, on ne dit pas excommunié, mais peu importe. Rejetés donc complètement, et qui ont une haine du judaïsme. Sa volonté, c'est de détruire le judaïsme. Et pour ça, il prend une base qui consiste à dire, on prend la Torah et on la prend à l'envers. Donc tout ce que la Torah dit qu'il ne faut pas faire, il faut le faire. Et c'est son principe tout simple. Donc se cultiver, étudier, devenir intellectuellement, non, il ne faut pas. Il faut être brut, il faut être ci, il faut ça. Et il faut suivre exclusivement son instinct animal. Pas l'instinct de l'homme raisonnable, mais l'instinct de l'homme bête, bestial. Et donc, forcément, le lien entre ces deux concepts-là est extrêmement proche. Le luciférianisme et le franquisme se rejoignent énormément là-dessus. Alors après, vous avez un type qui arrive avec une organisation, une intelligence exceptionnelle qui s'appelle Weishaupt, donc tout le monde a entendu son nom, je suppose, Adam Weishaupt, qui lui est jésuite. Et avec le jésuitisme,
il a tous les concepts de rigueur, d'organisation, etc. Et naît ce qu'on appelle la secte des Illuminés de Bavière. Alors à cette époque-là, déjà, c'est très connu, c'est-à-dire que si vous lisez tous les mémoires de l'époque de Napoléon, et qu'on avait en quantité, vous avez, tout le monde connaît les Illuminés de Bavière, on les appelle les Illuminés tout court, et l'illuminisme se répand dans toute l'Europe, et surtout ensuite aux États-Unis. Bon, et puis après, le reste de l'histoire, on arrive jusqu'à maintenant, et puis l'histoire, après, on la connaît tous. Mais voilà à peu près comment je vois le nouvel ordre mondial, et donc qui aboutit maintenant au souhait de Jacob Frank, qui est défini toujours par cet inverse de la Torah, à savoir arriver à créer le grand chaos final. Et le grand chaos final, ils l'ont affiné au cours du temps, donc à l'époque d'Alda Pike et de Mazzini, donc au courant du 19e siècle, ils avaient déterminé déjà qu'ils allaient déclencher les 2 guerres mondiales, ils ont réussi. Ensuite, ils ont déterminé par le fameux protocole des sages de Sion qu'on appelle, qui en réalité a été mis sur le dos des Juifs, mais qui est franquiste. Et donc là, ils ont déterminé un autre processus qui, lui aussi, est en train de se mettre en place, et qui a fonctionné aussi, jusqu'au jeu de la pornographie qui remplace l'érotisme, jusqu'à amener la sexualité dans les écoles pour les enfants. Tout ça est un programme qui se suit, et qui continue, et qui va dans le même sens, de créer ce chaos monstrueux, plus l'immigration. Et l'immigration fait partie du même schéma, à savoir amener des cultures importantes là où il y a déjà des cultures fortes. Et en faisant ça, ce qui est le cas, et ce qui s'est passé avec le musulmanisme en France et dans les autres pays d'Europe, c'est qu'ils amènent 2 cultures et ensuite ils font ce qu'il faut pour qu'elles se haïssent. Et on crée ensuite, à l'intérieur même de chaque pays, une destruction des 2 cultures, qui finissent par s'autodétruire, parce qu'il se trouve que quand 2 groupes se haïssent, qu'est-ce qui ressort des 2 groupes le plus mal? Quand 2 groupes veulent s'intégrer, il sort le meilleur, et chaque groupe prend le meilleur de l'autre. Mais quand ils se détestent, c'est l'inverse qui se produit. Et donc, en faisant ça, ils sont en train de déstabiliser tous les pays d'Europe. Et on arrive au grand chaos final, qui va être l'effondrement économique, la pauvreté totale, c'est-à-dire quand ils ne donneront même plus l'aumône qu'ils sont en train de... Mais vous avez des grades dans tous les niveaux, vous ne pouvez pas empêcher ça. Et donc dans la franc-maçonnerie, vous avez des grades précis, vous avez des gens qui restent dans les premiers grades, et vous avez des types qui sont très bien, vous en côtoyez tous les jours. Vous avez des maires de village qui sont francs-maçons parce qu'on l'aide père en fils, parce que le notaire l'est, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'on aura une place et qu'on sera socialement appuyé, etc. Donc on ne rate pas cette occasion-là quand on vit dans les petites villes de campagne et tout ça. Pourquoi ils ont établi dans la République qu'il faut 600 signatures de maire? Parce qu'ils savent très bien que les maires étant francs-maçons répondent d'abord à l'horloge et que jamais personne ne pourra obtenir les 600 signatures s'il n'est pas avalisé par les francs-maçonneries. Donc, c'est un contrôle, mais ça n'empêche pas que vous avez des types très bien. C'est une franc-maçonnerie limitée aux 3 premiers grades de compagnons, apprentis et maîtres, c'est ça? Oui. C'est pas tous ceux qui ont des grades très supérieurs, Non, ils font plutôt... les premiers grades, c'est vraiment les grades. Mais après, vous avez différentes francs-maçonneries en plus. D'accord, moi je passe pour le tour, le Vous avez GLNF, la écossais, vous avez tout ça, mais vous avez en France déjà les 2 grands centres. la GLNF, je parle par exemple, ou le Grand Orient. Le Grand Orient. Les 3 premiers grades, ils sont complètement... Oui, en dehors de tout c'est... ça. Mais même plus haut que ça. Même les plus hauts gradés de la franc-maçonnerie, ceux qui arrivent du 33e grade, on considère que c'est à partir du 33e qu'ils sont admis dans les loges internationales. Donc ils ne sont qu'admis, ils ne sont pas au courant des plans en détail et tout ça. Et dans ces gens-là, vous avez des gens qui peuvent avoir des influences énormes, qui peuvent avoir un poids énorme parce que c'est des familles très riches d'un pays. Et donc, vous allez les laisser monter là. Mais vous n'allez jamais les amener, par exemple, à des cérémonies sataniques si leur nature ne va pas dans ce sens-là. Je crois, hein, ça c'est mon interprétation, mais tel que j'ai analysé tout ça, je crois que, avant tout, on ne peut pas parler ni de religion, ni de secte, ni rien. On doit parler d'hommes. Et les hommes, vous avez des hommes qui sont des psychopathes. Et les psychopathes, la plupart du temps, sont les enfants maltraités. Or, quand vous avez des enfants qui sont vraiment très maltraités, vous en faites un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui perd, et ça un médecin l'expliquerait mieux que moi, quelqu'un qui perd la capacité de sensibilité. Quand on n'a plus de sensibilité, et c'est très bien décrit dans beaucoup d'ouvrages, Eric Fromm, qui est un spécialiste dans ce domaine-là, a écrit des ouvrages extraordinaires là-dessus, et il explique parfaitement que pour avoir la possibilité d'avoir une sensation, il faut que la souffrance de l'autre soit égale au plaisir qu'on a. C'est pourquoi
en général, donc, cette notion de violence, de sacrifice, est si exacerbée chez ces gens-là. Et vous en avez un exemple dans les papes d'Avignon. À une époque de la chrétienté, la papauté se trouvait à Avignon. Et les papes d'Avignon avaient créé 2 salles qui se touchaient, et ils n'avaient pas voulu de mur entre les deux, mais des toiles seulement, pour que les bruits s'entendent. Et dans une salle, ils recevaient les petits garçons, les jeunes filles qui s'amusaient, et dans la salle d'à côté, ils faisaient torturer les gens. Et plus les cris des suppliciés étaient forts, et plus ils jouissaient du plaisir. Donc là, on ne parle pas d'un chrétien, on ne parle pas d'un luciférien, on parle juste d'un prophète qui a été complètement atteint psychologiquement, d'un malade mental. Ce qu'en médecine, on appelle un psychotique. Un psychotique, donc avec quand même en plus, C'est même souvent ils pire ont que une ça. intelligence assez élevée en plus. En plus, oui. À la différence des pervers constitutionnels qui ont très peu d'intelligence. Oui, justement, et qui- en plus, ils peuvent avoir une intelligence froide, lucide. Ils sont tout à fait doués et aptes au mensonge. Et c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés à travers les sectes, et la franc-maçonnerie aide énormément à ça, parce que ceux qui sont le plus capables de mentir en regardant droit dans les yeux, d'affirmer les pires monstruosités, mais toujours en paraissant le contraire, etc., ceux qui sont tout le contraire d'eux-mêmes et de leur nature sont leurs meilleurs éléments, parce qu'ils sont tenus par le chantage, ils sont tenus par leur propre nature, et si vous leur donnez des pouvoirs, ils sont complètement à vos ordres. Et donc ceux qui manipulent ça ont intérêt à obtenir des gens comme ça au pouvoir. Et on en a plein au pouvoir, de ces gens-là. Tout à l'heure, madame parlait de Jacques Lang, mais c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Comme Bendy. Comme Bendy, mais on ne peut pas tous les citer, mais dans toute l'Europe. Et pourquoi il ferme la bouche il arrive à fermer la bouche à... Comment il s'appelle la suite du Béarn, là oui, Bayrou. Il lui a fait fermer sa bouche, il a dû l'attirer dans un piège un jour ou l'autre, parce que l'autre, il a rongé comme un gamin. C'est vrai pourquoi ils ne le dévoilent pas? Ils pourraient se dévoiler ceux qui savent. Les Ils sont politiciens. tous tenus par le chantage. Ouais, pourtant, Ils sont il y a un complètement monsieur du contre. Front National qui l'a dénoncé, hein, Jack. Oui, il y a... René Hollande. Ah, si. Oui, oui. Il a dit René Hollande, mais c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, lui, c'est vraiment cette ancienne race Voilà. d'hommes qui Il a raison forte quand même de le dire. dénonçaient les choses. Ben, vous avez un autre, c'est un général français, comment il s'appelle? Océrès. Ouais. Général Océrès aussi, qui a dénoncé tout ça, qui a reconnu pour la première fois que les Français avaient créé des camps de concentration en Algérie, qui a reconnu les tortures. Enfin, le général Océrès aussi, il a eu des tripes de tout dire. Bon, à la retraite, à la fin de sa vie, mais au moins il l'a dit. On a voulu lui connecter ça. Et les Français ont enfin ouvert un peu les yeux. Il a précisé qu'il ne regrettait rien. Oui, non, mais Général Océrès. peut-être, il l'a écrit en tout C'était cas. à faire, il l'aurait refait. Oui, dans le contexte où il était, c'est normal. Et dans son esprit, c'est tel qu'il est, c'est normal. Et tel qu'il est toujours. Sûrement. Même à superficiellement quand même. même à son âge avancé, et il n'a pas évolué d'un iota. Oui, non, mais en ce moment, dans l'armée, vous en avez encore plein, hein, des Ça comme reste ça. quand même une norme. Ouais, mais Et puis dans toutes les armées du monde. Hein. on n'a pas donné les Parce que c'est ça commanditaires qu'on quand fait même. monter au grade de général. Oui, mais ah non, Hollande, c'est le plus grand démocrate de France. C'est le principe même. Mais c'était des généralités. Vous disiez tout à l'heure concernant la dette, c'est Pas encore trop ça pas se bien ressent sûr. surtout à sentiment Israël ou la plupart des gouvernements du monde? Vous parlez de quoi? Du grossissement de la dette qui ne fait qu'augmenter, vous disiez. Ah bah, tous les pays qui, au lieu de fabriquer leur monnaie, l'achètent à la Banque centrale. Et Israël est dans le même schéma. Hein. Aujourd'hui, la France n'a plus le droit de fabriquer son argent. Non. Ah ben non, depuis Pompidou, Ah 1960. non. Là, il y a une confusion à cause de certaines personnes Ah bon qui ont Alors, voulu j'ai lu essayer des mauvaises d'expliquer choses. tout ça et puis qui se sont trompés. Pompidou, en 1973, a signé une modification de l'importance de la somme que la Banque de France fabriquait sans intérêt. C'est tout. C'est tout. Et c'est un accord Pompidou-Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances à cette époque-là. Et tous les deux sont ex-employés de Rothschild. Donc, de toute façon, ils appliquaient ce qu'on leur avait demandé. Mais c'est seulement depuis le traité de Maastricht que l'interdiction est faite au pays de fabriquer sa monnaie. C'est seulement depuis le C'est seulement depuis le traité de Maastricht. Oui, en 1973, la Banque de France pouvait prêter à 0% 10,5 Et Maastricht, j'allais. Milliards, je pense. milliards, oui, et Ouais. 10,5 à 0,5%.
Et à partir de l'avant 73, ce montant n'a jamais été revalorisé, alors qu'à l'époque, on avait une inflation de 10%. Donc il y avait le choc pétrolier, on a commencé à les dépasser. Jusqu'à 73, le plafond n'a jamais été dépassé. C'est pour ça que l'État était entièrement financé par la Banque de France. À partir de 73, le plafond a été dépassé et petit à petit, on a commencé à payer des intérêts aux banques privées. Ça a été un grossissant. Et c'est dans le traité de Maastricht, effectivement, où on a mis 4 lignes dans 400 pages sur aucun politique a parlé et personne n'a été voir là-dedans parce que 400 pages, où il est marqué nominément que la Banque de France n'avait plus le droit de financer les États. Et comment ça se fait que tout le monde, à l'époque où on avait moins conscience, a dit c'est bien, c'était de Maastricht. Même l'abbé Pierre a dit il faut mais parce faire que les gens ils suivent simplement la grosse tendance. Même l'abbé Pierre. Les gens ne suivent que la grosse tendance. Or la grosse tendance elle est commandée par les médias. Et les médias, c'est eux qui les commandent. Donc voilà, on vous en met plein à l'être. Regardez en ce moment comment ils font pour empêcher que cette dissidence fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des nouveaux partis politiques qui se créent tous les jours. Tous les jours. Il y en a des nouveaux, ça n'arrête pas. Vous avez des mouvements en quantité. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils les encouragent. Parce que plus il y en a, et plus ça fait de la division. Oui, bien sûr. Et en attendant, tous ces mouvements n'ont pas de programme qui tienne la route, n'ont pas de quelque chose de concret, ni rien. Mais plus ils en mettront, et plus ça divisera toute cette dissidence. Et qu'est-ce qu'ils font en même temps que ça? Ils commencent déjà maintenant à orienter les partis à penser aux élections de 2017. Et donc ça veut dire que quand vous avez un président qui est en place, vous avez un an pour vous rendre compte qu'il ne respecte aucune de ses promesses et qu'il ne tient pas la route. La deuxième année, ça commence à aller mal, et là on commence déjà à vous remplir la tête de « vous inquiétez pas, attendez encore 3 ans, il y aura encore du changement ». Et qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils entendent ça 10 fois par jour entre la télé, la radio, les journaux, les partis eux-mêmes qui parlent de leurs meneurs avec qui tout va changer en 2017. Et puis ça y est, tout le monde attend 2017. Et au lieu de se bouger les tripes et de se dire ça a commencé à être urgent, non, et puis en 2017 on repartira, en 2018 on se rendra compte qu'on s'est encore fait berner, en 2019 et puis on repartira pour s'égaper. Mais moi je le vois depuis 40 ans, 50 ans on sera peut-être robotisé depuis tout ce temps-là, avec tout ce qu'ils inventent. Avec le transhumanisme, c'est pas une blague ça, le transhumanisme? Non, c'est pas une blague, c'est bien en cours, c'est bien en cours, il y a même encore tout récemment, ils ont réussi à faire tenir 20 jours une tête greffée sur un... Mais ça sent tellement gros qu'on n'a pas tellement d'espoir. Je vais vous poser une question à tous. Vous savez tous, je suppose, que les pays ont autorisé le clonage humain dans les années 90. Bon, dites-moi combien d'entre vous ont eu des informations sur les enfants clones qui aujourd'hui ont 15-20 ans. En France, on n'entend pas parce que c'est tabou. Des clones. Oui. C'est-à-dire ils ont pris une cellule comme ça. En France, c'est tabou. Il y a d'autres pays où ça a été officiellement admis. En Israël, c'est admis, il n'y a pas de... Et combien d'entre vous ont eu des vidéos, des informations sur ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Moi, j'ai eu une information qui est remontée par Mathias Cardet qui rappelait les propos de M. Jacques Attali disant que ce serait bien qu'on fasse du clonage humain parce que ça permettrait de résoudre le problème de la pédophilie. Parce qu'on pourrait créer des enfants sans âme, qui sans serviraient conscience, et qui serviraient de proie jetable pour les pédophiles. Donc, on se dirige vers un super. Mais bon, le sujet est que vous avez énormément de choses qui se passent dans des laboratoires secrets dont on n'entend jamais parler. Et donc vous avez le clonage, vous avez la fabrication de bébés. Par exemple, les USA ont reconnu maintenant, il y a 2 ans, la naissance de 30 bébés éprouvettes complètement, c'est-à-dire fabriqués artificiellement. Bon, mais ces 30 bébés, ils existent. Aujourd'hui, ces 30 petits-enfants ont 2 ans. Qui est leur mère, qui est leur père, quelle est leur culture, qui s'occupe d'eux, comment ils sont, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils sont? Aucune information. La CIA n'a pas le droit de fabriquer des laboratoires de recherche chimique sur les États-Unis. Ça a été voté par le Congrès, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas faire de la guerre bactériologique. C'est interdit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont monté des laboratoires en Guinée, au Mali, en Nigeria. Ils construisent des laboratoires ailleurs, ils y envoient leurs scientifiques et ils font exactement ce qu'ils veulent. Et là, ils ont fabriqué le sida. À l'origine, non, ils l'ont fabriqué aux États-Unis, le sida. Mais l'Ebola, ils l'ont fabriqué en Guinée. Et donc,
Le mensonge est permanent. Alors, qu'est-ce qu'il faut au peuple pour que le peuple se révolte? Qu'est-ce qu'il faut au peuple? Il faut, je crois que... Je crois, mais je peux me tromper. Plonge au maximum. Vous savez, je viens d'Espagne. En Espagne, je vois que les gens sont un petit peu différents des Français. Ils bougent plus. Par exemple, les flics n'arrivent pas à expulser les gens. Parce que dès qu'on apprend une expulsion, tout le monde se vient et empêche les flics d'expulser les familles. Donc il y a une force plus grande. Pourquoi? Est-ce qu'en France on met plus de fluor dans l'eau? Car on sait depuis le début du siècle dernier que des toutes petites doses de fluor dans l'eau ajoutée diminuent la capacité de la volonté de résistance, la volonté de révolte. On sait qu'à ça s'ajoute l'aluminium et le mercure qui ont le même effet. Je vois que du rouge. Et ça, on en rajoute aussi. Donc, on en ajoute donc par les vaccins, plus maintenant par les chemtrails. Or, les chemtrails, c'est pas seulement l'air qu'on respire. Toutes les terres sont inondées d'aluminium et de barium en permanence. Donc, tous les légumes, tous les fruits, tout ce qui en sort maintenant, on en consomme en permanence. Même bio. Mais même bio, bien sûr. Et donc, tout ça, quel effet ça a sur nous? Bon, moi, je me désintoxique en permanence. En permanence. Mes enfants aussi, mon entourage, etc. On prend les traitements pour, on appelle ça les protections pour jamais avoir de cancer, de maladies graves, etc. En même temps, on se désintoxique en permanence de ces métaux par la zéolite. Qui fait ça? Combien de gens le font? J'en sais rien. Et qui oui, enfin, on peut utiliser d'autres méthodes. Moi, j'utilise celle-là parce que j'ai fait des tests en laboratoire et tout ça. Quelle méthode vous prenez? C'est un minéral. Quelle méthode pour se désintoxiquer? Il y en a pas mal, mais... Ces méthodes sont très peu connues du grand public. Non, c'est pas très connu du grand public. Mais les plus connus quand même, la chlorella. Chlorella? La chlorella, ça c'est très connu. Et la zéolite aussi, c'est quand même très connu. Chlorure de magnésium et vitamine C, ça non. fait... Non, ça ajoute. Mais l'effet n'est pas détoxicant. Ah oui, c'est pas détoxicant. Oui, mais la détoxication réellement, c'est surtout zéolite et chlorella. En une volonté, c'est qu'on ait un petit groupe ici, et puis en même temps en France, en ce moment, il se passe d'autres réunions du même genre. Et si chacun d'entre vous provoque la même chose, comme l'a fait Jean-Paul ici, eh bien demain, ce sera 10 fois ça, ici dans cette région, et 10 fois en Toulouse, et 10 fois à Marseille, et 10 fois à Lyon, et dans 5 mois, on aura le nombre qu'il nous faut, pour une autre opération qui est prévue. Donc on parlera du 14 juillet tout à l'heure, après ce petit passage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le nouvel ordre mondial? Ces groupes d'influence Bilderberg, etc., est-ce qu'ils fonctionnent à l'unisson ou est-ce qu'il y a des dissensions entre eux? Non, ils sont complètement à l'unisson. D'accord. Le club Bilderberg est la réunion de toutes les familles les plus riches du monde qui a un outil avec ce club Bilderberg pour une fois par an inviter tous les acteurs qui peuvent leur être utiles pour l'année qui vient. Et donc il les invite et ensuite il les nomme, il les finance où il faut. Etc. Et en même temps ils sont liés avec la trilatérale, avec le CFR, avec tout ça. Il y a une multitude de ces organismes. Il n'y a pas de guerre intestine entre eux, ils marchent vraiment tous au même pas. Non, parce qu'en même temps, c'est le concept aussi psychique de ces gens-là. Ils n'ont pas de sentiments. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un lien d'amour ou de relation amicale ou quoi. Alors, ils n'ont pas ce lien. C'est chacun pour soi. Simplement, comme on veut la même chose, on est ensemble et on marche ensemble. Mais si je peux te bouffer au passage, je le ferai. Et c'est arrivé plein de fois. La famille Bush s'est affrontée à la famille Rockefeller, qui s'est affrontée à la famille Rothschild. Par exemple, normalement, ça aurait dû être Rothschild qui tient le pétrole de Bakou, etc. Et finalement, c'est Rockefeller qui l'a bouffé. Et ils sont toujours prêts à se bouffer entre eux. Oui, mais ça, c'est l'intérêt financier. Non, non, c'est pas financier, c'est pas rien. Ils pourraient avoir un plan pour s'aider ensemble. Ils veulent tous aller vers ce grand chaos dont ils sortiront, mais chacun, en espérant aussi, bouffer les autres au passage. Et ces gens n'ont pas de fin. Dans le concept même, il n'y a pas de fin. Si on estime que la... Comment vous dites ça? Si on estime que la base de l'être humain n'est pas le fait qu'on soit tous ensemble et qu'ensemble on est fort pour chasser le mammouth. Parce que chacun d'entre nous face au mammouth est faible. D'accord? Nous on a ce concept. Eux ils ont l'autre concept. À savoir, la vraie victime ça doit être l'humain. Donc le meilleur prédateur,
c'est lui qui est le plus humain. Et si vous êtes capable de dominer, rendre les autres esclaves, les exploiter, etc., si vous n'avez pas le moindre sentiment et que vous êtes capable de tuer des enfants de leurs parents, faire le pire, plus vous ferez le pire, plus ça prouve que vous êtes proche de Dieu. Vous comprenez ce principe? Ça vous paraît étrange, ça vous paraît extraordinaire. Mais si je vous le présente comme eux le présentent, je vous garantis que vous y arrivez. Et que les gens en sont convaincus. Mais au final, une fois ce nouvel ordre mondial établi, imaginons que c'est le chaos sur Terre, ils ont pollué, ils ont tout détruit, oui. Ils ont pollué les eaux, il n'y a plus de nourriture saine, il n'y a rien du tout. Ils se tirent une balle dans le pied. Non. Ils laissent, ils ont prévu de laisser toute la planète en friche pendant 10, 15, 20 ans, le temps que tout le monde s'extermine, qu'il reste quelques survivants par-ci par-là dans les petites poches, par hasard, parce qu'il y a toujours quelques survivants. Eux, ils ont des villes souterraines complètes, équipées, installées, etc. Et ils ont des arches. Et la plus connue, c'est l'arche de Svalbard, où ils ont tout le matériel génétique de toutes les plantes, de tous les animaux, de tout ce qui disparaît de notre planète depuis 50 ans. Ils ont seuls les clés, et ils relanceront la planète. L'arche de Svalbard, ça s'appelle. Il se trouve près du pôle Nord. C'est-à-dire que même sans électricité, toutes les graines, toutes les semences, tout est conservé dans la plus absolue sécurité. Donc, le concept qu'on a tous vu, je crois que tous vous l'avez vu, de cette vidéo qui s'appelle « Sauvons nos vies ». Parce que ce concept est extrêmement fort. C'est celui d'un inconnu, c'est celui d'un homme tout simple, d'un dissident, qui se dit dissident, à juste titre, simplement dans la mesure où il part du principe que être dissident, c'est réellement dénoncer les mensonges, les poser sur la table et agir concrètement à essayer de changer les choses. Or, ce qu'on peut retenir dans sa vidéo, et qui nous unit ici, c'est ce concept fractal au lieu de pyramidal. On retrouvera tous les mouvements de la dissidence qui ont un meneur et qui, par là, ont une faiblesse. Parce que lorsqu'un mouvement a un meneur, lorsqu'un parti politique a un meneur, il se crée des obligations, vis-à-vis de ses adhérents, qui payent pour avoir quelque chose en échange, il se crée un système privé, économique, et il se crée tout un système complètement pyramidal qui devient de la pensée unique, même si c'est une pensée dissidente. Ça devient une pensée unique, celle du dirigeant. Et ce concept-là, on ne peut pas l'empêcher dans un système tel que celui-ci. Alors qu'il existe un autre système, et c'est ce que nous, on essaye de défendre et de mettre en valeur. Et donc, dans un système fractal, comme il n'y a pas de meneur, eh bien, c'est une pensée commune, c'est des informations qu'on s'échange en permanence, qui nous font tous avancer dans le même sens, mais avec une organisation qui tienne la route. Or, cette organisation qui tient la route, elle a été définie au départ par un système qu'on appelle donc la démosophie, qui correspond à la fois à une vraie démocratie et aussi en même temps à une vraie compétence. Or, il semble qu'en ce moment, dans tous les systèmes politiques existants, il n'y ait ni démocratie, ni compétence. Donc, aujourd'hui, en France, c'est ce qu'on a besoin. Alors, un plan qui est tout simple à faire, qui est facile à comprendre pour tout le monde, c'est que si nous-mêmes, simples citoyens, et tous avec nos capacités, on échange nos informations, on est tous riches, et donc, si on a tous cet ensemble d'informations et toute cette volonté d'établir un autre modèle de gouvernement dans un pays comme le nôtre, alors à partir de ce moment-là, c'est un autre système qui se met en place, en tant que concept et en tant que fonctionnement. Et on peut faire intervenir des choses comme la logique. Alors, je vais vous donner un exemple de la logique. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont en train de nous offrir des systèmes. Il y en a un qui offre tel système de gouvernement qui serait mieux que la République. Il y en a un autre qui reprend la République et qui rajoute une 6e, une 7e ou une 8e République. Il y en a encore un autre qui va trouver encore une autre forme. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous en train de faire? Ils sont tous en train de vous dire, voilà, je vous donne mon système, aimez-moi, suivez-moi. Et puis je vais vous faire des conférences, je vais vous montrer comme je suis beau, et comme je parle bien, et comme j'ai un schéma parfait pour aller d'un bout jusqu'à l'autre, pour que vous m'adoriez. Et vous allez suivre ma pensée. Voilà, ça c'est le schéma qu'on est toujours en train d'essayer de nous donner. Or, on peut faire autrement.
Et faire autrement, c'est prendre un autre schéma. Et cet autre schéma peut consister à se dire, on n'a pas besoin de meneur, on n'a pas besoin d'un schéma unique, on peut fonctionner sur une autre base. Et cette base de citoyens, simplement, avec ce modèle qui est défini, donc que j'ai décrit dans ce bouquin, que j'ai décrit dans une vidéo, et qu'on peut résumer autrement. Et dans cette logique, prenons un exemple tout simple. On vous parle d'économie, on vous dit il faut qu'on crée notre monnaie, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Bon, c'est bien. Pourquoi pas se dire, nous, on est tous d'accord pour ce concept-là, mais est-ce qu'on est allé interroger tous les gens qui passent dans la rue? Est-ce qu'on est allé voir tous nos voisins? Est-ce qu'on a l'avis de 60 millions de personnes qui vont partager notre sentiment? On ne l'a pas. De quel droit est-ce que nous, ensemble, on va se dire, tiens, la meilleure façon, c'est de créer notre monnaie? Moi, je ne suis pas d'accord qu'à 20, 30 ou 50 personnes, on décide de quelque chose qui va en décider pour 60 millions. Donc, je crois qu'il est beaucoup plus logique qu'on passe par un système de gouvernement provisoire qui va simplement garantir que ces 60 millions auront leur mot à dire s'ils veulent le dire. Et ça me paraît beaucoup plus logique. Si on veut parler d'un système de gouvernement, pourquoi offrir un système de gouvernement alors qu'on peut le créer? Pourquoi essayer de dire aux gens suivez-moi et suivez mes idées alors qu'on peut créer un système disant on se met en stand-by, on fait une pause. Et pendant cette pause, vous réfléchissez au meilleur système de gouvernement et vous laissez toute la France par des assemblées, dans les écoles, dans les universités, tous ceux qui le souhaitent, participer à rédiger une nouvelle constitution qui décidera quelle est la meilleure forme de gouvernement. Mais en tous les cas, vous aurez celles qu'auront choisi ces 60 millions de personnes. Et que faire en attendant? On vous parle de création monétaire, de tout ça. Moi, je vous propose autre chose, de beaucoup plus simple. Puisqu'on est tous des simples citoyens et qu'on ne veut pas s'imposer aux autres, faisons là aussi une pause. Disons qu'on établit notre gouvernement provisoire. On a tout un schéma qu'on est en train de mettre en place et de continuer tous ensemble, et merci d'être là parce qu'on va pouvoir avancer encore plus vite, mais grâce à ce schéma, on peut peut-être réussir cette opération du 14 juillet et amener tous les autres mouvements à nous joindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne leur demande pas de nous suivre, on leur demande d'être là, et ce pouvoir qu'ils veulent, on va leur donner. C'est-à-dire qu'on va créer un gouvernement provisoire où ils auront tous leur place. Ils sont tous invités à y participer. Et comme nous, ce qu'on propose, c'est une pause, eh bien, cette pause, calculez-la maintenant. On arrête, par exemple, de financer l'Europe. On arrête et on suspend le paiement de la dette. On laissera les Français décider, quand ils auront rédigé leur constitution, ils décideront s'ils veulent payer la dette aux banques, s'ils veulent payer l'Europe, s'ils veulent payer l'OTAN. Ils décideront. Mais en attendant, on suspend, jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Or, qu'est-ce qu'elle fait, cette suspension? Cette suspension, elle fait qu'on n'a pas à sortir 70 milliards d'euros. On n'a pas besoin de les donner, puisqu'on est en suspension. Alors, en attendant, on va se les partager. Et si on se les partage, faites le calcul. On peut se permettre, aujourd'hui, de mettre en place un gouvernement provisoire et de donner 2 000 euros par mois à chaque famille de France, pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on ait rédigé notre Constitution. Qu'est-ce qu'on fait? En même temps qu'on rédige cette Constitution, on relance complètement notre économie. Chaque famille qui a 2 000 euros de plus, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, il les a automatiquement. Et qu'est-ce qu'on aura fait? On aura suspendu le paiement d'une dette pendant 1 an. Vous croyez qu'ils vont beaucoup souffrir, les 4 ou 5 actionnaires qui vont être privés de cet argent pendant 1 an? Mais moi, je peux vous garantir qu'il y a un paquet de familles en France, avec 2 000 euros par mois pendant 1 an, qui vont se porter drôlement bien. Et puis, il y a un tas de gens qui vont simplement se lancer dans ce qu'ils n'ont pas osé lancer avant, qui vont enfin réaliser des choses qu'ils n'osaient pas réaliser. Et puis, il y a un tas d'entreprises qui vont se mettre à embaucher. Parce que tout d'un coup, les gens vont consommer. Quand vous avez quelqu'un qui travaille, qui vit et tout, qui se retrouve avec 2 000 euros de plus, bon, il y en a qui vont créer quelque chose, il y en a qui vont se sortir de la merde, il y en a qui vont enfin pouvoir s'installer. Mais il y a aussi des gens qui travaillent déjà, qui sont, pour eux, c'est un 2 000 de plus. Allez, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Si tu achètes, il faut le fabriquer. Si tu veux le fabriquer, il faut une entreprise. Donc, simplement avec une pause, juste une suspension, juste une année pendant laquelle les Français réfléchissent au type de gouvernement qu'ils veulent, donc rédiger leur constitution, et une année pendant laquelle la France se met en retrait. On suspend les dettes, on ne paye pas. Mais en attendant, cet argent, on l'utilise pour nous porter bien.
Qu'est-ce qui empêche de le faire? Est-ce que vous croyez que ça, on peut le proposer à nos contemporains, à nos confrères, à nos concitoyens? Oui, ça on peut bien sûr le proposer, mais il faut dire après comment on va... qu'on réfléchisse. Mais nous, enfin moi personnellement, je n'ai pas les éléments, il faut qu'on m'aide avec des questions. Vous voyez, il faut qu'il y ait un préparatif. Mais le calcul, il est simple. On est au jour J et on doit payer aux banques 50 milliards d'euros qui sont la dette annuelle qu'on va payer là. Donc cet argent, il est actuellement à la Banque de France, on va le prendre et on va le donner aux banquiers. Au lieu de ça, je propose qu'on attende un an avant de lui donner. Et qu'en attendant cet argent, on se le partage tous. Ça j'ai bien compris. Et qu'on relance notre économie. Pour réfléchir sur la Constitution. Oui. Puisque ça va être... Mais à partir du moment où on établit notre propre gouvernement provisoire, ce gouvernement a une chaîne de télévision qui va être nationale, sur laquelle il va pouvoir ouvrir un débat, par exemple, tous les jours d'1 heure, avec tous les intervenants, tous les mouvements dissidents, tous ceux qui le désirent, pourront participer à ces débats et permettre aux Français qui s'intéressent au sujet et qui veulent participer à ça, de capter toutes les informations et puis enfin de voir révéler pas mal de vérités qui aujourd'hui sont cachées et de découvrir un petit peu la réalité du monde pour se dire, bon voilà la meilleure formule. Alors peut-être qu'au bout d'un an, les Français vont rédiger une constitution et dire, bon ben finalement on a réfléchi tous ensemble, de tous les points de France, les étudiants, les écoliers, les lycéens, les professionnels de telle branche, ils ont tous choisi que finalement le mieux c'est qu'on ait un dictateur et qu'on soit tous ses esclaves. Bon, si 60 millions de personnes choisissent ça, ben, on ne va pas discuter, c'est leur choix. C'est leur choix. Maintenant, si, bien sûr, très peu, mais imaginez un peu dans toutes les écoles, la quantité d'étudiants, la quantité de lycéens, la quantité de jeunes au chômage aujourd'hui, si on leur disait, mais est-ce que vous n'avez pas envie de vous réunir et de réfléchir à un autre mode de fonctionnement que d'avoir une caste de politiciens qui décident des lois et qui décident de votre façon de vivre, alors qu'eux ne se l'appliquent pas pour eux, au passage. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le modèle définitif de la vie de l'être humain sur Terre? C'est d'avoir une petite caste qui gère la vie de tous les autres. Ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'autres systèmes? Je vous garantis que tous les jeunes, et discuter avec n'importe quel gamin de n'importe quelle cité, de n'importe quelle banlieue, il vous dira, ben, y a sûrement quelque chose de plus juste, de plus équitable. Or, la justice, tout le monde la voudrait, et elle n'existe plus du tout en France. Et est-ce que ça ne rejoint pas le mouvement d'Étienne Chouard qui demande à chacun d'entre nous? Mais tous les mouvements se rejoignent. Tous les mouvements se rejoignent. Tous les mouvements se rejoignent, mais ils n'ont rien de concret. De concret. Ici, il y a des ateliers de création. Oui, mais des ateliers, des discussions, des conférences, tout ce que vous voulez. Je vous parle de quelque chose de concret. Concrètement, faire quelque chose. Or, j'espère bien que Étienne Chouard, ses ateliers, ses amis, ses copains, son frère, son père et sa mère, ils seront tous là le 14 juillet. Oui, voilà. Et qu'il y aura aussi tous les autres que vous pourrez me citer. Donc vous allez me dire, ils sont dissidents. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que, et ça c'est votre travail, il ne faut pas croire que je suis un meneur. Surtout pas, ne regardez pas moi, regardez-le lui, regardez-le lui. Je crois qu'en tant que concept, je parle bien du concept, en tant que concept, en tant qu'idée, le fait de respecter le fait que ce soit tous les Français ensemble qui à la finale décident de tout. Est-ce qu'on sort de l'OTAN, est-ce qu'on sort de l'Europe, est-ce qu'on sort de l'euro, est-ce qu'on annule complètement la dette bancaire, etc., etc., etc. On est 60 millions, on est sur un territoire. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde a le droit de participer. Ceux qui ont le droit aussi de dire « moi ça ne m'intéresse pas ». Faites comme vous voulez, ça veut dire je vous laisse faire et quoi que vous fassiez, pour moi je l'adopte. Voilà ce que veut dire ceux qui ne voudront pas que ça ne m'intéresse pas, et c'est leur droit. L'être humain, quand il naît, il n'a personne au-dessus, il n'y a pas de raison qu'il ait quelqu'un au-dessus. Donc on est tous exactement pareils et dans la même situation. Je m'en vais d'ici, n'importe qui peut prendre ma place et il va parler comme moi. Le droit divin Alors oui, il y a eu tout un enchaînement du droit divin, de tout ça, mais c'est fini, je veux dire, aujourd'hui, ça y est, on est réglé. Et concrètement, justement, comment on touche 60 millions de personnes? On n'a pas accès à TF1, Canal+, M6, à toute cette entreprise d'embrigadement et de lobotomisation. Comment est-ce qu'on peut réveiller? Je ne sais pas si on peut dire devant les caméras comment on va faire. On a toute une équipe, dont aujourd'hui, que vous rejoignez, si vous le voulez, qui a déjà commencé à penser tout un plan, tout un programme, etc., qui commence par une multitude de petites réunions, parce qu'on essaye de ne pas attirer l'attention, de ne pas avoir
trop d'officiers de renseignement généraux, trop de policiers. Alors on est infesté déjà, il y en aura un dans la salle, hein, c'est sûr et certain. Donc on va essayer de garder une multitude de réunions, et par ces multitudes de réunions, à chaque fois, on va essayer de convaincre ceux qui sont présents. Donc aujourd'hui, vous qui êtes là, on va essayer de vous convaincre de faire ce que nous, on vient de faire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été parler, discuter, passer une annonce sur la web, on a mis en place des prospectus et fait en sorte de faire savoir qu'on invitait nos concitoyens à participer à une discussion comme ça, à s'échanger des informations et à convoquer à leur tour une nouvelle réunion. Or, ici, admettons que seulement la moitié d'entre vous déclenchez une réunion à nouveau dans 3 semaines, alors on aura 15-20 nouvelles réunions. En ce moment, il se passe la même chose à Toulouse, à Marseille, à Lyon, et on continue, et dans toute la France. En combien de temps croyez-vous qu'on arrive à ce qu'on ait des conférences de 3 à 500 personnes? Ne serait-ce qu'en mars-avril, on sera déjà avec des conférences qui se dérouleront comme ça de 3 à 500 personnes. Il suffit d'avoir lu ce petit bouquin et on a toutes les informations nécessaires. On peut aborder tous les sujets. Et en ce qui concerne les gens qui viennent, ils viennent pour l'idée globale, pour le concept général. Ils ne viennent pas pour un sujet précis. Donc on n'est pas obligé de toucher tous les sujets. Quand je fais les ateliers, moi je parle beaucoup de médecine, parce que c'est ma branche et que je connais. Donc effectivement, je peux le faire. Mais un autre, c'est le cas de Jean-Paul par exemple, est physicien, c'est un scientifique. Lui, son domaine dans lequel il s'est passionné depuis quelque temps, c'est la finance et les mouvements et les flux économiques. Bon, il va s'orienter dans le domaine qu'il connaît le mieux et vous permettre d'accéder à un tas d'informations qui sont... et puis ainsi de suite. Et vous ferez la même chose demain. Vous allez faire une réunion, vous aurez un de nous qui vous assiste, comme moi je suis ici pour lui donner un coup de main, comme demain c'est vous qui le faites, et c'est un autre qui vous donne un coup de main, et ainsi de suite. Et tous on s'entraide. Parce que nous ne sommes pas des conférenciers professionnels, nous ne sommes pas des rhétoriciens, ni des sophistes. Donc on n'a pas cet art des politiciens de faire le beau, de savoir faire des phrases parfaitement enchaînées, de savoir faire des trucs qui démontrent les choses parfaitement. On parle avec notre logique, avec notre cœur, avec notre sensibilité, avec notre bon sens. Et rien qu'avec ça, je sais pas, peut-être qu'on arrive à convaincre, peut-être qu'on arrive à se dire, bon, si on est bien conscient, on ne peut pas, quoi qu'on fasse, on ne peut pas faire pire que ceux qui dirigent notre pays actuellement. C'est impossible. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors faisons-le. De toute façon, pour le nombre, c'est une progression exponentielle. Hein. Prenez un qui en donne 5 au bout de 3 semaines, et c'est les 5 qui chacun donne 5. Je n'ai pas fait le calcul, mais... Et regardez un petit peu ce qui se passe actuellement. Vous avez des révolutions à tous les coins de France. Vous avez des agriculteurs qui viennent de tout bousiller là dans le sud. Vous avez des agriculteurs qui viennent de tout bousiller en Lorraine. D'ailleurs, j'ai une réunion avec eux là dans 7 jours. Etc. Et parce qu'on touche aussi beaucoup de secteurs professionnels. Alors, ces agriculteurs, ils sont tous en contact ensemble. Ils souffrent tous des mêmes choses, parce que vous n'imaginez pas les normes qu'on leur met, etc., pour les empêcher de travailler et de gagner leur vie. Or, ces gens souffrent. Maintenant, je vous défie de trouver une catégorie professionnelle en France, à part les politiciens, qui va vous dire, ouais, pour nous, tout va super bien. Non. J'ai des amis médecins, dentistes ou autres, qui dire mais ils nous sont en train de nous rajouter des normes. Finalement, maintenant je travaille sur une journée de 12 heures de travail, je suis obligé de rajouter encore une de plus pour arriver à payer tout ce qu'ils me demandent en plus. Sauf que maintenant, on m'interdit même de soigner correctement mes patients, parce qu'on m'a mis des normes qui m'interdisent d'utiliser tel et tel traitement. C'est terrible, croyez-moi, pour un médecin, psychologiquement, quand il sait qu'il a un traitement qui soigne et qu'il a une loi qui lui interdit de le faire. C'est terrible. Ils sont condamnés, et donc, dans tous les domaines, il n'y a pas une profession qui va bien. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on se réunit comme ça? Un d'entre vous, il est médecin, il va convoquer 10-15 de ses collègues, organiser une réunion avec eux, un d'entre nous va se joindre à la réunion pour aborder les autres sujets, et puis on va parler tous ensemble, et puis chacun d'entre eux va refaire la même chose à son tour. Et puis avec les agriculteurs, et puis avec les routiers, et puis avec la police, avec la gendarmerie, parce qu'eux aussi ils souffrent. Vous croyez que c'est marrant pour un mec qui est gendarme, que son père il peut être agriculteur, que son fils il va à l'école avec le copain de l'autre, etc., et puis il reçoit un ordre. Et puis, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est obligé d'exécuter parce qu'il a été conditionné pour ça, parce qu'on le travaille pour ça, parce qu'on le forme pour ça.
Parce qu'en plus de ça, ils ont mis sur la police des normes que vous n'imaginez même pas. Ils ont mis sur la police des normes vicieuses. Et là-dessus, on leur met des faveurs spéciales de crédit presque sans intérêt, etc. Vous croyez que c'est un avantage? Avec ça, ils les tiennent par les couilles. Alors, croyez-moi que les ordres, ils ne les discutent pas. Il est obligé, ils n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'ils ont une qualité de vie? Est-ce que ça répond à leur déontologie? Est-ce que ça répond à leur désir initiaux quand ils sont rentrés dans ces corps? À 99% non. Mais ils n'ont pas le choix. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Mettez-vous à la place d'un flic qui était, pour une raison X, il est rentré dans la police, etc. Le mec, il s'attend à faire quoi? Il s'attend à choper des voleurs, il s'attend au truc qu'il a vu à la télé, parce que c'est tout ça dans l'imaginaire. Donc les enquêtes policières, d'aider les juges aussi. Et puis qu'est-ce qu'on lui fait faire? On lui fait se planquer derrière un arbre avec un radar toute la journée pour essayer de piquer 100 € à un pauvre mec qui revient du boulot. Vous croyez que le mec, il est fier de faire ça? Il n'est pas fier. Justement, il n'y a pas moyen d'infiltrer ces corps constitués? Mais bien sûr que si, on est en train de les infiltrer. Qu'est-ce que vous croyez? Parmi vous, il y a un flic au moins, et il y a un gendarme peut-être. Et puis, bah, il va passer un coup de fil ou m'envoyer un mail dans 2-3 jours, et puis il va organiser une réunion avec plusieurs de ses collègues, et puis on continue, et on va toucher les flics et les gendarmes, et les médecins, et les routiers, et tout le monde. Et tout le monde, parce que tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Et on va toucher aussi les autres partis politiques, on va toucher, du moins ceux qui sont sincères, il y en a quelques-uns dans les partis de seconde zone, on peut espérer en tous les cas que leurs membres sont sincères. Et donc si les dirigeants sont sincères, ils nous laisseront parler chez eux. Et s'ils nous laissent parler chez eux, un certain nombre de leurs membres seront avec nous. Et eux, regardez quelqu'un par exemple, prenons un exemple. Vous avez un qui est à la mode en ce moment, qui plaît bien, c'est Asselineau. Or, Asselineau tient un langage qui ne tient pas debout, puisqu'il est toujours en train de prôner quitter l'Europe, l'euro, l'OTAN, le truc classique de toute la dissidence, et en même temps, il prône le maintien de la République. Or, le maintien de la République interdit absolument la réalisation de ce qu'il promet. Donc, soit il est incompétent, il ne sait pas, il n'a pas compris que ça ne marchait pas, soit il est en train de berner clairement les gens. Mais, peu importe, on peut partir de l'idée au départ qu'il est sincère. Donc, il va transmettre notre message. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est en train de promettre de faire tout ça, ben nous on va lui dire, fais-le. Qu'est-ce que vous voulez mieux pour un meneur politique, pour un meneur d'un mouvement dissident, qu'un groupe qui arrive en disant, nous ce qu'on met en place, c'est une révolution le 14 juillet, te donner le pouvoir de faire ce que tu veux. Car ce gouvernement provisoire, il sera constitué de tous ces gens-là, de tous ceux qui sont volontaires pour le faire. Et s'ils ne s'aiment pas entre eux, c'est encore mieux. Parce que, étant obligés de travailler ensemble, deux personnes qui ont des idées différentes sont obligées d'échanger ensemble. Et au contraire de s'annihiler, ils vont s'ajouter les uns aux autres. J'ai quelques doutes là-dessus, il y a quand même des gardes égaux. Et pour, à eux tous, leur retirer tout doute, moi j'en ferai pas partie. Moi je suis juste l'étincelle de départ, et rien d'autre. Et donc je reste dans cette position-là, et ils seront tous en mesure de faire concrètement ce qu'ils promettent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc voilà ce qu'on leur offre à tous. Est-ce qu'il y a des questions plus spéciales sur ce 14 juillet qui doit être notre révolution, qui doit être vraiment un jour exceptionnel? Mais bon, je pense que ça bouge déjà pas mal dans ce sens-là. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de mouvements qui sont un peu bouffés par l'ego du meneur. Mais les gens se libèrent de plus en plus, parce que cette vidéo Sauvons nos vies, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un type, on sent qu'il parle avec son cœur et qu'il dit, bon, il y en a marre des meneurs, il y en a marre des promesses des autres, comptons sur nous. Voilà grosso modo ce qui résume. Et tous, là, vous êtes en train et vous êtes présents ici, comme moi, à vous dire, on peut compter sur soi-même. Moi, j'ai été capable de faire une réunion, comme Jean-Paul ici, qui était avec moi dans une réunion il y a 1 mois et demi, et aujourd'hui, il a provoqué que vous êtes tous ici. Chacun d'entre vous peut faire la même chose demain. Et dans 3 semaines, chacun d'entre vous aurait encore une réunion comme ça. Faites la réunion, vous occupez pas d'autre chose. Une salle, on la trouve toujours, on est tous ici, on mettra tous 5 ou 10 euros et on paiera la salle qu'il faut. Les tracts, on aura tous mis encore 5 ou 10 euros de plus et on va vous offrir les tracts, vous n'aurez plus qu'à les distribuer. Mais moi je veux bien. Mais on l'a déjà fait, je suis pas en train de vous faire des promesses à rien. Comment vous croyez qu'on est là aujourd'hui? Non, écoutez-moi, comment croyez-vous qu'on est là aujourd'hui? Parce que certaines personnes qui sont là en ce moment ont tous fait la même chose, comme Jean-Paul et moi, on a pris un peu d'argent dans notre poche, on s'est dit tiens tous ensemble, on va mettre 150 euros chez l'imprimeur et on va avoir tous les tracts.
Et ces tracts, on les donne à nous tous, et chacun a utilisé ces tracts pour faire la réunion. Mais c'est pas une question d'aller distribuer les tracts, il y a toute une méthode à tout ça. Mais ça, vous laissez votre mail, et on va vous donner la méthode complète. Et c'est une méthode qui ne fonctionne pas avec des tracts. Le principe n'est pas celui-là. Le principe, je vous l'explique, le principe c'est d'inviter les gens qui sont touchés directement. Qui est touché? Essentiellement les associations. Les associations bio, les associations écologiques, les associations environnementales, les commerçants, les agriculteurs, mais de plus en plus, dans toute la France, des groupes d'agriculteurs qui montent un petit pôle de vente qui est contrôlé, et dans lequel ils sont 15-20 agriculteurs associés et tout, parce qu'ils essayent de s'en sortir comme ça. Tout ça, vous leur donnez non pas un tract, vous leur donnez une invitation à venir, une invitation. Un document spécial qu'on a fait, les invitant personnellement à venir participer à la réunion. Et en même temps, vous leur donnez à eux un paquet de tracts expliquant ce qu'on fait, que eux donneront à leurs adhérents. Et en invitant ces gens, comme vous les invitez, comme eux-mêmes sont invités, ils ont envie d'être là avec des relations à eux, ce qui est normal et naturel, comme une boutique qui vend des produits naturels, elle a intérêt, et c'est normal, de parler aux gens qui l'entourent, etc., pour donner les informations, pour aller dans le sens qui intéresse tous ces gens-là. Parce que tous les gens qui vont chercher du bio, qui vont chercher l'agriculture naturelle, tous ces gens-là, c'est des gens qu'on a marre de notre monde de merde, qu'on a marre de savoir que les aliments des grandes surfaces sont irradiés, qui commencent à comprendre que tout ça, c'est pour détruire notre santé. Et notre santé, notre morale, etc. Bon, il y a des remèdes tout simples et complètement économique avec lequel on peut traiter pratiquement toutes les maladies. Si vous venez à l'atelier, là, qu'on fait demain, vous allez voir que c'est extraordinaire les possibilités qu'on a. Il suffirait seulement qu'on soit un peu éduqué pour ça. Pourquoi à l'école on nous enseigne des conneries et qu'on refuse d'enseigner les choses qui peuvent être utiles aux enfants? On leur apprend même pas à mastiquer correctement. Des trucs tout bêtes qu'on nous enseignait à nous dans notre enfance. Aujourd'hui, on détruit tout. Donc, c'est entre nous-mêmes, à tous. Si on a envie de se bouger, on peut le faire. Moi, je l'ai fait. Jean-Paul l'a fait, Myriam l'a fait, Gilles, etc. Si vous voulez parler des agriculteurs, il faut parler des normes européennes qui les empêchent de vivre. Si vous voulez parler aux médecins, il faut parler des normes médicales actuellement qui les empêchent de travailler normalement, etc., etc. Donc, chaque fois, il faut faire constater dans sa profession à la personne ce qui ne va pas. Et à nous de nous adapter. On peut le lire après plusieurs années de recherche. Je ne peux pas le dire tout de suite. Ah oui, oui, non, parce que... Celui-là, il informe violemment. Bon, je veux bien. Je veux bien, mais c'est sûr que tous, on a été à l'école, etc. On nous a mis dans la tête une multitude de choses, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, tout ce qu'on vous a dit sur Hitler, c'était des conneries, ce qu'on vous a raconté sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était des conneries. Alors c'est vrai que c'est un peu brutal, et que sur le premier réflexe, c'est de dire, il est fou. Et donc, le premier réflexe, c'est le rejet. C'est le problème que tous on a, parce que dès lors où vous-même vous commencez à avoir quelques informations de plus que les autres, alors vous vous faites rejeter par les autres. On n'y peut rien, qui nous amène tous au 14 juillet. Tout ce qu'on a à faire, c'est voilà, parler, informer, créer ces petites réunions, multiplier le nombre, et on a un programme, à chaque fois que quelqu'un d'entre vous déclenche une réunion, rentre à son tour dans ce programme, fait partie de cette équipe base, et qui n'arrête pas de grandir, et dans laquelle chacun ajoute les idées, et je crois qu'on commence à avoir des idées vraiment bonnes, et je crois qu'on a une bonne chance de réussir cette opération le 14 juillet. Donc ceux d'entre vous qui participeront, qui lanceront à leur tour des réunions, vous verrez que certaines idées assez originales qui font qu'on a bon espoir. Et puis surtout, on n'a pas à réfléchir. Soit on accepte d'être esclave et de se soumettre, soit on se révolte. C'est tout, il n'y a pas d'autre choix. Donc rien faire, c'est être soumis. Et moi, c'est pas mon caractère. Peut-être j'ai pas pris assez de fluor ou j'ai pas eu assez de vaccins, mais c'est pas mon caractère, donc je me révolte.